Mesdames, Messieurs, le professeur Valérie Wolf est neurologue, elle est responsable médicale de l'unité neurovasculaire du CHRU de Strasbourg. Ce que je vous propose, pour être avec nous dans les clous, elle a fait à peu près 200 km, 300 km en 1h50. Elle a roulé à peu près à 250 km/h pour être avec nous ce soir. Ce que je vous propose, pour qu'on ne fasse pas nocturne, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on ne va pas prendre la pause maintenant, car elle est la dernière à intervenir. Comme disait Winston Churchill, last but not least, dernière mais non des moindres. Et madame, j'ai préparé, hein. Ah oui, à haut niveau de professeur, petit niveau d'animateur. Vous avez, madame, les clés du camion et vous serez donc la dernière intervenante. C'est plus sage et ça évite de perdre du temps. Puisque tout le monde est d'accord, c'est le cas. Très bien, ben nous y allons comme ça. Merci à vous. Alors, par contre... Vous voulez qu'on applaudisse les médecins tout de suite ou maintenant, madame ? Pas comme il y en a qui partent, on applaudit maintenant, mais partez pas quand même, hein. Ouais. Ok, on aura le temps de se parler après. Madame Vol, vous êtes prête ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. J'ai donné mon topo, mais je ne le vois pas. Lorsque vous roulez, est-ce qu'on peut aller chercher la jeune fille qui s'occupe du PowerPoint, s'il vous plaît ? Pour rouler à 250 km/h, ça vous fait pas peur, mais le power, c'est autre chose, hein. On va vite chercher la jeune fille qui s'occupe des power ici, avec son petit écran. Ça va ? Pas trop compliqué sur la route ? Non, très bien. Ça a été... Il y avait des policiers partout, ils étaient très gentils, ils m'ont fait des coucous, des flashs. Ouais, impeccable. Ils vous ont pris en photo, en fait. C'est de la télétransmission. C'est ça, je pense que ça va être télétransmis dans ma boîte aux lettres, à mon avis, avec un petit timbre fiscal, il n'y aura pas de problème. Donc, en attendant qu'on affiche ma présentation, je salue Sébastien, et c'est très dur de passer après toi, qui a une grande expérience en télé-AVC. Non, mais je sais ce que tu dis, et je suis toujours épatée. Donc, c'est vrai que clairement, on s'est grandement inspiré en Alsace de ce qui a été mis en place en Lorraine. Donc, ce que je vais vous raconter, finalement, c'est les prémices du télé-AVC. À bientôt tous les deux. Dès lors que j'aurai ma présentation. Donc, je suis Valérie Vol, je suis neurologue, je dirige l'unité neurovasculaire de Strasbourg et je suis animateur de filière pour l'ARS et je suis chargée de mettre en place le télé-AVC en Alsace. Voilà. Bon, je peux le faire a cappella, mais ça va être compliqué, hein. Je peux vous mimer le patient. On y est presque, hein. Non, mais j'ai pas peur, hein. Moi, si. Ah oui, non, Oui. moi je suis très confiante, j'ai mon disque dur externe dans ma... Il n'y a pas de problème, hein. Oui. Oui. Voilà, super, bravo. Merci, mesdames. Merci, madame. On commence maintenant. Je vais prendre la souris, si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup. Et merci de votre patience à vous aussi dans la salle. Alors, on va rester tranquille. Très bien. Donc, juste un tout petit mot d'historique par rapport à l'unité neurovasculaire de Strasbourg. C'est une jeune UNV qui a vu le jour en 2004. Et entre 2004 et 2014, on est passé de 10 lits à 48 lits, dont 16 de soins intensifs. Donc, c'est quand même une très grosse structure. Et malgré sa taille, on n'arrive pas à viser l'exhaustivité de la prise en charge des AVC qui arrive à Strasbourg, puisque ça représente entre 1800 et 2000 patients par an. Donc, on en prend à peu près en charge 65%, ce qui représente 1300. La force de l'équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on est neurologue, angiologue et médecin de rééducation. Et le point fort, comme dans toutes les UNV, c'est clairement la filière de prise en charge des AVC en vue d'une thrombolyse ou d'une thrombectomie. Je suppose qu'on vous a beaucoup parlé de zone de pénombre. Clairement, chaque minute compte. Dès lors qu'on prend en charge un patient suspect d'AVC, dans les délais d'éligibilité de la thrombolyse ou de la thrombectomie, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, tous les éléments de la chaîne sont importants. De l'infirmière, de l'aide-soignante, du médecin, du brancardier. Dès lors que le patient passe le seuil de l'hôpital, il faut être extrêmement rapide parce qu'il faut sauver la pénombre et chaque minute compte. Je ne vais pas y revenir. Donc chez nous, c'est organisé un petit peu différemment par rapport à d'autres hôpitaux, dans la mesure où on souhaite vraiment traiter le patient le plus tôt possible. Le patient, dès lors qu'il compose le 15, un senior neurologue est contacté, le patient est acheminé directement sur le site de l'IRM. Et c'est l'équipe de l'UNV qui se déplace sur le site de l'IRM. Le neurologue examine le patient, l'infirmière des soins intensifs neurovasculaires fait la prise de sang, pose la voie veineuse, le patient rentre dans l'IRM et dès lors qu'il sort de l'IRM, nous avons les résultats du bilan biologique et s'il y a une indication de thrombolyse, on donne le traitement directement sur le site de l'IRM en intraveineux afin de ne pas perdre de temps.
Et dans un deuxième temps, le patient est transféré dans l'USINV. S'il nécessite une thrombectomie, l'infirmière et le neurologue vont pousser le patient dans son lit directement en salle d'artériographie qui est contiguë quasiment à l'IRM. Donc c'est un petit peu ce qu'on a choisi comme mode de prise en charge. Ça représente 1500 appels par an et l'année dernière, on a pu faire 260 thrombolyses intraveineuses et ou thrombectomie mécanique. Alors là, je voudrais vraiment montrer l'intérêt de l'IRM par rapport au scanner. L'IRM, c'est clairement l'examen de première intention qui permet de voir la pénombre. On peut le faire en scanner, mais pour nous, l'IRM est nettement plus performante. Sur la gauche du graphe ici, c'est notre période avant accès à l'IRM 24 heures sur 24. À votre droite, c'est l'accès à l'IRM H24. Et vous voyez qu'à gauche, c'est le nombre de thrombolyses par voie intraveineuse en bleu clair. Vous voyez qu'on n'en faisait pratiquement pas avant l'accès à l'IRM. Et à droite, clairement, c'était exponentiel en termes d'accessibilité au traitement parce que la sélection des patients justifiant d'un traitement par thrombolyse est beaucoup plus simple avec les données de l'IRM par rapport à celles des données du scanner. En bleu foncé, c'est le nombre de thrombectomies annuelles. Donc aujourd'hui, on fait à peu près moitié de patients qui ont une thrombolyse par voie intraveineuse et l'autre moitié qui ont une thrombectomie associée ou non à la thrombolyse par voie intraveineuse. Alors, on a beau être neurologue, voir des patients tous les jours faisant des AVC. Moi, je ne fais que ça. Je vois quelques patients qui ont des céphalées parce que je pense que c'est un signe qui peut être évocateur d'une pathologie neurovasculaire. Mais on a beau être formé, et bien même cliniquement, on peut se tromper. Et on se trompe quand on est convaincu qu'un patient a un AVC dans 38% des cas. On a fait une étude sur 1 an. On a regardé tous les patients qui passaient en filière thrombolyse et on s'est dit, ceux-là ont des AVC. Ben dans 38%, ils ont un autre diagnostic. Cet autre diagnostic peut être un vertige lié à l'oreille, ça peut être une migraine accompagnée, ça peut être des signes fonctionnels qui n'ont pas de cause organique, et ça peut être une épilepsie par exemple. Donc vraiment, l'IRM va nous aider à nous dire, voilà, c'est un AVC, ischémique, le vaisseau s'est bouché, hémorragique, le vaisseau s'est rompu, ou alors c'est autre chose. Et l'IRM, c'est vraiment un énorme gain dans notre prise en charge. Alors, l'Alsace, 3 UNV, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Mais dans la mesure où on est aujourd'hui dans une égalité, on a vraiment un souhait d'égalité des chances pour les patients, que fait-on pour les patients qui n'ont pas à proximité une unité neurovasculaire? Et là, on vous l'a dit, c'est clairement l'accès au télé-AVC, à la télémédecine. Donc aujourd'hui, on nous dit la thrombolyse IV est indiquée dans les moins de 4h30. Et si on n'a pas d'unité neurovasculaire, on peut proposer aux collègues urgentistes de donner le traitement à condition qu'il y ait un contact avec le neurologue senior, qui va voir le patient en visio, qui va voir l'imagerie à distance et qui va prendre une décision. Je pense qu'il vous a expliqué ce que c'était que la téléconsultation. Donc clairement, nous voyons à distance le patient, d'accord ? Nous voyons l'IRM à distance et nous donnons le feu vert aux collègues urgentistes pour pouvoir administrer le traitement. Et c'est l'urgentiste qui va du coup donner le traitement. Par contre, tous les patients doivent être après pris en charge en unité de soins intensifs neurovasculaires pour la surveillance. Donc quoi qu'il arrive, ces patients sont transférés dans un deuxième temps vers l'unité neurovasculaire. Alors, pourquoi le télé-AVC en Alsace ? On a commencé, nous, cette année, avec beaucoup de retard. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé plus tôt ? Parce que l'Alsace est une région beaucoup plus petite. Quand on regarde ici par rapport à la Lorraine, clairement, les distances sont beaucoup plus courtes. La plus grande distance est entre Strasbourg et Wissembourg au nord. Mais finalement, on se rend compte que la majorité des patients qui venaient de nord de l'Alsace, souvent, arrivaient trop tard. 25% des patients venaient du nord de l'Alsace et quand ils arrivaient en unité neurovasculaire à Strasbourg, même s'ils arrivaient assez rapidement, on était après la bataille. Donc on a décidé, malgré les distances très contraintes, quand même de mettre en place le télé-AVC. Et l'argent était en nerf de la guerre, on n'avait pas les finances pour mettre en place ce réseau, alors que finalement ça ne coûte pas cher du tout de mettre en place l'outil de télé-AVC avec les caméras, de façon à ce que ce soit sécurisé, et de voir le transfert d'images. Et ce qui a permis de débloquer finalement les choses, c'est l'ARS, qui a décidé de nous financer les outils à partir de décembre 2017. Et après, ça a été un enchaînement extrêmement rapide. Moi, ça fait 10 ans que je dis que je vais mettre en place le télé-AVC, on ne me croyait plus. C'est-à-dire que j'en parlais même plus, je me cachais, je disais, j'ai pas les moyens, ça va pas être possible. Dès lors que le budget a été finalement débloqué, ça a été très très vite, puisque dans le cadre du groupe hospitalier de territoire, on a eu 6 réunions qui nous ont permis d'avancer. La filière AVC a été jugée comme étant prioritaire, et l'objectif numéro 1, c'était d'organiser le télé-AVC.
On a demandé quel est le centre qui serait volontaire pour débuter, et Saverne, qui est à 50 km de Strasbourg, a souhaité être le premier centre permettant cette mise en place. Donc là, il y a le petit schéma dont je suis très jalouse, et puis il y a le petit schéma à côté. Il y a nous ici, donc le premier centre, c'est Saverne. L'objectif, c'est d'étendre à tous les centres. Donc maintenant Saverne, bientôt Haguenau, Wissembourg, Sélestat, Colmar, Mulhouse, pour qu'on soit tous connectés pour avoir une égalité des chances. Donc l'objectif, c'est que le patient puisse avoir accès à la thrombolyse intraveineuse le plus près de chez lui, avec une expertise neurologique, même s'il n'y a pas de neurologue dans le centre duquel il dépend. Ensuite, il faut éviter d'emboliser l'IRM du site de l'UNV. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est très désorganisant. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont des rendez-vous d'IRM réglés, avec des horaires précis, et que nous intercalons systématiquement et que nous sommes prioritaires. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir 0 alerte dans la journée, mais il peut y en avoir 14. Vous imaginez un patient qui a un rendez-vous à 8h pour une IRM et qui passe à 18h alors qu'il venait finalement pour une IRM réglée. C'est très désorganisant. Donc forcément, c'est un peu compliqué parfois dans les rapports, il faut le dire. Donc c'est vrai que de pouvoir permettre au patient d'avoir l'IRM le plus près de chez lui, ça permettra d'avoir moins de demandes d'IRM sur le site et finalement qui ne servent pas à grand-chose parce qu'on ne peut pas donner le traitement puisque les patients arrivent trop tard. Et puis il faut réorganiser toute la filière de prise en charge avec les collègues du service des urgences. Alors, tout changement dans la vie fait peur, clairement. Parce que nous, médecins, on a l'habitude d'avoir un patient en face de nous, de le toucher, de lui parler, de l'examiner. C'est comme ça qu'on a appris dans nos études. À distance, ça pourrait être compliqué, il y avait des petites réticences. D'autre part, l'urgentiste, quand on lui parle d'un traitement qui est extrêmement puissant, mais qui risque de faire saigner, un traitement qu'il n'a jamais utilisé, en plus saigner dans la tête, ça fait peur, il se pose des questions. Il se dit « Ouh là là, je pense que ça va être compliqué ». Donc clairement, la problématique, c'est vraiment de se dire est-ce qu'on va y arriver? Et en plus, ça va être chronophage. Parce qu'on nous dit que ces patients-là, il faut les surveiller tous les quarts d'heure, vérifier que ça ne saigne pas, vérifier qu'ils s'améliorent. Il faut rester à côté d'eux comme le lait sur le feu. Donc là, clairement, il peut y avoir des réticences, mais il faut être extrêmement convaincant et convaincu. Quand on a tous en tête, finalement, qu'on agit dans l'intérêt du patient, généralement, on s'en sort assez bien, mais il y avait quand même de grandes réticences. Or, comment est-ce qu'on faisait avant le télé-AVC? WhatsApp, très sécurisé. On prenait la photo de l'IRL, la photo du scanner, on se l'envoyait par téléphone. Vous imaginez bien la sécurité. On utilise tout FaceTime. Vous communiquez avec des gens à 10 000 km et c'est très facile. Donc dire que l'outil technique pouvait être finalement un obstacle, c'est un faux problème, clairement, parce qu'on le faisait déjà. Mais par contre, avec des systèmes non sécurisés. Il y a par contre un adage en médecine très important et qu'on a tendance à oublier, c'est que jamais la première fois sur le patient. Quoi qu'on fasse, notamment sur des traitements dangereux, efficaces mais dangereux. Donc, il ne nous viendrait pas l'idée d'imaginer qu'un pilote d'avion, pour la première fois où on lui dit « vous allez piloter », va le faire dans un vrai avion, je pense que vous ne monteriez pas. D'accord ? Donc, ce qu'on a fait, comme a fait Sébastien à Nancy, on s'est inspiré finalement de l'enseignement par simulation pour que tout le monde soit très à l'aise, 1, sur les connaissances de la prise en charge de l'AVC, 2, sur l'utilisation de l'outil, et de voir avant la première thrombolyse comment se comportent les équipes à Strasbourg pour les neurologues et à Saverne pour les collègues urgentistes et l'équipe paramédicale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord regardé ce qu'il y avait dans la littérature, il n'y a pas grand-chose, sur l'apport de la simulation dans les connaissances sur la prise en charge de l'AVC et notamment sur l'amélioration de l'administration de l'actilise. Il y a 6 papiers en tout et pour tout, dont 1 qui a été publié par l'équipe de Sébastien, tout en haut. On nous dit que finalement, quand on fait un enseignement par simulation, 1, on arrive à mieux évaluer la gravité du patient clinique, d'accord, avant, après, qu'on peut diminuer le délai qu'on appelle le door to needle, c'est donc le délai entre l'arrivée du patient à l'hôpital et l'administration du traitement. Quand on est formé par simulation, avec des faux patients, des acteurs, qui miment un faux AVC, on est beaucoup plus rapide après. En fait, le but, c'est de s'entraîner sur des faux patients avant d'administrer pour la première fois le traitement. Il y a eu 4 autres études qui sont exactement dans le même sens, aux États-Unis, en Allemagne, pour 2 d'entre elles, et une autre en France qui nous dit il faut faire de l'enseignement par simulation. Là, c'est un exemple, par contre, qui est intéressant, qui dit que, attention, c'est très intéressant, mais il faut que l'outil technique fonctionne. Là, c'est un exemple. Dans l'ambulance, c'est un urgentiste
À distance, c'est un neurologue, et on lui dit maintenant, vous allez faire le score de gravité, le score NIH, qui est un score de gravité du déficit neurologique à la phase aiguë de l'AVC. Et donc, on essaye de voir si on arrive à faire le NIH à distance. Le problème, c'est que dans 18 cas sur 30, le score n'a pas pu être réalisé parce qu'il y a des problèmes techniques de vidéo. Donc, il faut vraiment que non seulement tout le monde soit formé, mais que l'outil soit fiable. Pour s'affranchir de ça, c'était facile. À Nancy, ça marchait. Donc, on a décidé, on prend le même outil. Parce qu'on nous a dit, oui, mais comment est-ce que vous êtes sûr que la vidéo va marcher? Comment vous êtes sûr que vous allez bien les entendre? Bah écoutez, à Nancy, ça marche, on va prendre le même outil. Et en plus, on pourrait être en lien avec Nancy si on a envie de faire des réunions communes. Parce qu'il se trouve que ça arrive parfois en médecine, Nancy et nous, on s'entend très bien. Bon, on va en profiter, parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand il y a une entente, ça marche très très bien. Donc en pratique, on a formé l'équipe des services des urgences de Saverne. 16 apprenants à chaque fois, c'est une formation pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Donc elle est donnée par des neurologues, donc Valérie Loher qui est praticienne hospitalière dans le service, moi-même, donnée par la cadre du service, Emmanuel Weiblé, une infirmière, Anne-Sophie Wagentrutz, et 2 acteurs, des faux acteurs, des membres de l'équipe, de mon équipe, qui se sont prêtés au jeu. Et les apprenants, systématiquement, tous les aides-soignants, tous les infirmiers, tous les internes, tous les seniors des urgences de Saverne ont été formés. D'accord ? Donc on a fait 6 séances où on a formé sur le plan théorique, les collègues, d'accord ? Et sur le plan pratique, en faisant 2 ateliers de simulation. Et ça ne nous a pas suffi parce qu'on s'est dit, on les a fait venir au centre de simulation à Strasbourg. Donc tous les collègues de Saverne sont venus. Sauf qu'on nous a dit, mais c'est bien beau, mais nous, le jour où on se retrouve dans notre centre avec l'outil, on va être complètement perdus. Et donc on a fait ce qu'on appelle des simulations in situ. C'est-à-dire qu'on a fait des faux patients dans la salle qui serait utilisée en réalité à Saverne pour voir comment on peut finalement gérer l'outil. Alors la formation a été évaluée, on a formé 68 personnes, 30 médecins, 24 infirmières, 14 aides-soignantes. Vous voyez, 10 questions ont été posées, 26% de bonnes réponses avant la formation, 73% après, donc on était assez contents. Puis finalement, ils étaient assez contents quand ils ont évalué à travers le questionnaire de satisfaction. Ils étaient globalement très très contents de cette formation. Et quand on regarde le pré- et post-test, voici les réponses exactes avant la formation. Après la formation, vous voyez que les médecins ont certes progressé, mais ceux qui ont le plus progressé, l'écart très important, c'était les infirmières et les aides-soignantes. Et vous avez beaucoup entendu parler de thrombectomie mécanique aujourd'hui. Quand on a posé la question au début de la formation, avez-vous déjà entendu parler de thrombectomie mécanique ? Alors, 8 patients sur 10 en avaient entendu parler, moins d'un tiers des infirmières et moins de 10% des aides-soignantes. Vous voyez que c'est vraiment nécessaire, même s'il y a beaucoup d'informations grand public, même si on travaille dans le domaine médical, c'est pas pour autant qu'on connaît les nouveaux traitements. Or, pour finalement être motivé pour prendre en charge un patient, il faut savoir ce qu'on fait et impliquer toutes les personnes de la chaîne à tous les niveaux. Et donc, il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre, l'aide-soignante est tout aussi importante que le médecin, tout aussi important que l'infirmière. Donc ça, c'est l'équipe de formateurs, voilà, que je vous ai décrit juste avant. Et là, je vais vous montrer, puisqu'on a filmé une séance de simulation, et on l'a chronométré, en sachant qu'on avait prévenu à l'avance le SAMU, tel jour, et on n'avait pas donné l'heure, hein, tel jour, on va faire cette simulation, on avait prévenu le service des urgences, on avait prévu l'équipe de Strasbourg, et on a chronométré pour voir, en situation où les gens sont prévenus, est-ce qu'on est rapide ou non. D'accord ? Donc, j'espère qu'on aura le son. Je vais essayer de tenter de lancer une vidéo, ça c'est toujours le gros challenge. On va le faire pour moi ? Est-ce qu'on a on n'a pas le son. On n'a pas le son ? Ciel. Mais c'est embêtant. Bon, bah, je vais mimer le son, c'est pas grave. Donc là, Valérie Loher est en train de dire qu'elle a quelqu'un qui est tombé dans la gare de Saverne qui a fait une hémiplégie droite. Le SAMU est appelé, les pompiers arrivent. L'examen est fait par les pompiers. La patiente est transportée via... qui a présenté brutalement une paralysie du côté droit au niveau de la face, du bras, de la jambe et qui avait des difficultés à parler. Le SAMU a été appelé, les pompiers se sont rendus sur place. Actuellement, elle est en train d'aller vers les urgences de Saverne pour être examinée. L'accident
vasculaire cérébrale est la première cause de handicap en France. Soit c'est lié à une rupture d'une artère, et dans ce cas-là, cela occasionne une hémorragie. On parle d'hémorragie cérébrale dans 20% des cas. Soit ça peut être lié à une occlusion d'une artère, ce qu'on appelle l'infarctus cérébral dans 80% des cas. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des traitements qui visent à recanaliser l'artère occluse. Par contre, il y a un facteur limitant qui est le temps. Le délai entre le début des symptômes et le moment où on va administrer le traitement est de 4h30. Donc c'est un délai extrêmement court et contraint qui nécessite d'avoir un accès très rapide à l'imagerie cérébrale et à l'expertise des neurologues qui puissent donner l'indication de ce traitement. Et on sait que ce traitement sera d'autant plus efficace qu'il sera administré tôt. C'est toujours mieux d'avoir le traitement à 2 heures que par exemple à 4 heures. Si on diminue le délai, on pourra avoir plus de patients qui vont pouvoir avoir accès à ce traitement. Le neurologue à Strasbourg peut parler au patient, examiner le patient, il a accès au bilan biologique, à l'IRM, et après concertation avec l'urgentiste et décider du traitement. Extinction sensitive. Ok, au membre inférieur, pareil, vous le faites au niveau des jambes. Le neurologue peut examiner le patient par vidéo, mais il peut aussi avoir accès quasiment instantanément à l'imagerie qui a été faite à Saverne, c'est-à-dire que toutes les séquences d'IRM sont disponibles. Alors là, sur l'écran de gauche, je suis en train de voir le patient, l'examen clinique du patient. Et sur l'écran de droite, je suis en train de visualiser son imagerie cérébrale. Donc, ce qui nous permettra de prendre une décision concernant le traitement administré. On voit une occlusion proximale de la cérébrale moyenne à gauche. D'accord. Elle pèse combien votre patiente? 55 kilos. Donc clairement, il y a une indication de la thrombolyse par voie intraveineuse. Aujourd'hui, lorsqu'un patient habite loin d'une unité neurovasculaire, ce qui peut permettre une égalité des chances en termes de traitement, c'est d'avoir accès à un réseau de télémédecine. On n'a pas l'impression d'être sur place, mais si vous voulez, on est en face d'un collègue urgentiste qui a été formé à la pathologie. Et nous pouvons par nous-mêmes également examiner le patient à distance, ce qui est tout à fait confortable. Je pense que les médecins ont certainement peur un tout petit peu justement du fait que ce soit des outils techniques nouveaux. Je crois qu'il faut juste s'habituer, c'est un nouvel outil, en ayant toujours à l'idée que ça va améliorer la prise en charge du patient, ce qui sera le cas avec le réseau de télé-AVC. Ça permettra à tous les patients de Saverne et autour de Saverne d'avoir une égalité des chances par rapport aux patients strasbourgeois, ce qui aujourd'hui n'était pas le cas. La prise en charge par télé-AVC est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule quand on utilise l'outil. Et après, on a finalement évalué tous les délais pour voir si on était bon alors que tout le monde était prévenu. Donc on imagine quand même que normalement les délais devraient être extrêmement contraints. Mais finalement, on s'est rendu compte que le délai, le door to needle, le fameux door to needle, le délai entre l'arrivée à l'hôpital et l'administration du traitement, restait quand même à 1h25, clairement. Alors que tout le monde était prévenu. Ça veut dire qu'il faut encore qu'on diminue les délais intra-hospitaliers. Ça me paraît vraiment important. Alors c'est sûr qu'il faut tenir compte du délai de télé-expertise, c'est-à-dire le moment où on se connecte avec le collègue strasbourgeois, le collègue savernois, où on échange l'examen clinique et où on échange l'imagerie. Ça, c'est incompressible. J'ai vu avec Sébastien, il me disait effectivement les 19 minutes, 20 minutes, c'est incompressible. Ça, de toute façon, on ne pourra pas diminuer en dessous. Par contre, on peut s'améliorer sur les délais intra-hospitaliers. L'IRM, c'est 15 minutes, maximum 20 minutes, d'accord, avec des protocoles courts. Par contre, le délai entre finalement le résultat du bilan biologique, ça on a réussi à être très très rapide, mais il faut être plus rapide dans l'examen neurologique et plus rapide dans la décision. Alors, j'ai comparé les délais de ce patient test, qui devait être le patient idéal, avec les délais que j'avais pu observer dans la thèse de Véronique Nardel, où on avait pris tous les patients traités par thrombolyse ou thrombectomie sur 1 an. Et donc, vous voyez que ce fameux DOR, donc le délai entre l'arrivée à l'hôpital et l'imagerie, 40 minutes, à Saverne, 21 minutes à Strasbourg. Nous, en fait, le fait que le patient passe pas par les urgences, ça va beaucoup plus vite. Mais on est obligé de passer par cette étape-là à Saverne, puisqu'il faut d'abord que le patient soit examiné par le médecin urgentiste, puisqu'il n'a pas été vu au préalable par le neurologue. Et le door to needle, donc le fameux délai entre l'arrivée et l'injection, 85 minutes dans la simulation in situ, 53 minutes. Les recommandations, c'est moins d'1 heure, normalement, et idéalement moins de 30 minutes. On doit viser au moins de 30 minutes. Et là, je peux vous dire que ça dépote. Parce que je peux vous dire qu'à Strasbourg, quand il y a une alerte thrombolyse, on est excité, je peux vous dire que ça dépote, on laisse tout tomber, comme dans tous les centres. Je pense que c'est vraiment... Mais même en faisant ça, on n'est pas encore assez rapide. D'accord ? Donc il faut faire mieux. D'accord ? Donc il faut améliorer les délais intra-hospitaliers. Clairement, Sébastien, j'ai voulu également comparer les données de Lorraine avec celles de ce patient-là. Et on était tout à fait comparables. Le délai entre l'arrivée et l'imagerie, 36 minutes à Nancy, 40 minutes sur ce patient-là à Saverne.
le délai du début des symptômes et l'injection, 180 minutes, là on faisait mieux, mais c'était un patient isolé. Et enfin, le délai entre l'imagerie et l'injection, 40 minutes, 45 minutes pour ce patient-là. Donc, je voulais voir si finalement ça pouvait être comparé avec ce qui se passait sur Nancy, et c'était plutôt pas mal. Je vous ai dit, l'outil de télémédecine, il faut s'affranchir de toutes les contraintes techniques. Et là, c'est clairement Audis qui nous a mis en place l'outil. Tous les collègues à Saverne ont été formés. Tous les collègues à Strasbourg l'ont été. C'est un outil ergonomique, facile. Alors, il peut y avoir des bugs. Ça, c'est la vraie vie. Hein. Moi, le premier patient que j'ai fait en télémédecine, il se trouve que je voyais mon collègue à Saverne, mais je ne l'entendais pas. Le son ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prend son téléphone. Voilà. Et voilà, on dit, écoute, ça ne marche pas, on se parle comme ça, et puis voilà. Et il se trouve qu'il faut vraiment, par contre, pas se laisser démonter par l'aspect technique. Et de toute façon, il y a une hotline 24 heures sur 24, on les appelle, ils sont très réactifs. Mais il ne faut vraiment pas du tout se laisser finalement dépasser par l'outil technique. Et c'est comme dans la vraie vie, quand ça ne marche pas par une voie, on utilise une autre voie, mais il faut être rapide. Il fallait réorganiser toute la filière, ça c'est clair. Donc il fallait donner l'accès à l'IRM 24 heures sur 24 à Saverne, ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, grâce au télé-AVC, Saverne a l'IRM 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un énorme progrès, les urgentistes en sont ravis et les patients aussi. D'accord ? Ça c'est vraiment important. Il fallait revoir avec le SAMU. Finalement, qui décide qu'un patient va à Saverne et qu'un autre va à Strasbourg ? Sébastien l'a dit. Nous, cliniquement, maintenant, on peut savoir quel patient a peut-être une occlusion d'un gros tronc qui justifierait de venir à Strasbourg, ou quel patient a plutôt l'occlusion d'un tronc plus distal, où il faut aller le plus près de chez soi pour avoir la thrombolyse. Donc c'est le neurologue du centre de recours, donc de Strasbourg, qui décide si le patient vient à Strasbourg ou va à Saverne. Et ça, c'est fondamental. Donc il faut aller l'écrire. C'est une procédure qui est validée, qui est écrite, où toutes les cas de figure sont déclinés. Si l'IRM de Saverne est en panne, le patient vient à Strasbourg. Si le patient a des anticoagulants oraux directs, alors qu'il n'y a pas de dosage spécifique faisable à Saverne, il vient à Strasbourg. On a décliné toutes les procédures, avec une procédure dégradée aussi, lorsque ça ne marche pas. Alors tous les acteurs concernés, vous voyez, à Saverne, il y en a eu beaucoup. Les urgentistes, les radiologues, les médecins du service de médecine interne, les biologistes, les équipes de paramédicales des urgences, les manipulateurs IRM, scanners et le système d'information. Alors, je vous fais juste un état des lieux sur 5 mois, puisqu'on a débuté le télé-AVC le 23 avril. 108 patients ont été pris en charge via le télé-AVC. Sur ces 108 patients, à peu près plus de la moitié ont un AVC. D'accord ? Ça veut dire qu'on peut encore se tromper à distance. En toute honnêteté, dans la mesure où il n'y avait pas l'IRM H24 sur Saverne, même si on nous propose des cas limites, on donne le feu vert afin que le patient ait accès à l'IRM. Parce que finalement, avoir un diagnostic différentiel et ne pas avoir d'AVC et pouvoir rentrer le soir même à la maison, plutôt que de rester hospitalisé 1, 2, 3, 4, 5 jours en attendant l'IRM, on n'a aucun scrupule à dire « allez-y, faites-lui l'IRM ». Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de diagnostics différentiels. C'est pas parce qu'on est moins bon, c'est parce qu'on est plus large en termes d'accessibilité à l'IRM. Voilà. Et je pense que, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans 78% des cas, on a évité aux patients, finalement, de venir sur Strasbourg. Ils ont pu rester sur Saverne. Donc on a évité le transfert du patient en ambulance sur Strasbourg, on fait l'IRM, il n'a finalement pas d'AVC, il retourne sur Saverne. Là, au moins, ils peuvent rester près de chez eux avec une prise en charge au plus près de leur famille. Parmi les infarctus cérébraux, il y en avait 33, 13 ont eu une thrombolyse et ou une thrombectomie. Donc ça représente 39% des cas, soit 12% des patients filières. Lorsqu'on dit que moins de 10% des patients victimes d'infarctus cérébral ont accès à la thrombolyse, là, clairement, on montre qu'en les sélectionnant par l'IRM, on peut faire beaucoup mieux que cela, et en formant les équipes, on peut le montrer également. Donc il y a eu 6 thrombolyses intraveineuses seules, 6 thrombolyses associées à une thrombectomie, donc les patients étaient transférés pour thrombectomie sur Strasbourg, et 5 thrombectomies mécaniques seules. Quelles sont les caractéristiques des patients ? Ils ont 65 ans en moyenne. Il y avait 11 hommes pour 2 femmes. Un score NIH d'entrée à 10, de sortie, enfin à J7 à 2. Donc une nette amélioration clinique après traitement. Le délai entre l'arrivée et l'imagerie, 48 minutes. C'est encore trop long. Le délai entre l'arrivée et l'injection, 94 minutes. Il faut qu'on vise le 60 minutes. Hein. Vraiment, ça va être l'objectif d'ici les prochains mois. Et la durée moyenne de séjour était de 11 jours, qu'on soit hospitalisé en UNV ou hospitalisé à Saverne, puisque les patients, comme l'a dit Sébastien avant, on fait la thrombolyse, ils sont transférés en USI-NV, 48 heures à peu près, et ils repartent après à Saverne dès lors que tout le bilan est fait.
sous réserve, bien sûr, qu'il y ait kiné, orthophoniste et neuropsychologue. On s'est assuré de cela sur Saverne, qu'ils aient une prise en charge de rééducation de qualité qui serait la même que celle qu'ils pourraient avoir en UNV. Le mode de sortie, il y a eu 6 patients qui sont rentrés à la maison, 4 qui sont allés en rééducation, un malheureusement qui est décédé, et 2 qui sont actuellement toujours hospitalisés. Il y a 2 patients qui ont une hémorragie cérébrale secondaire après la thrombolyse, mais sans symptômes, donc ce n'était pas considéré comme une complication significative. Et donc j'ai comparé finalement les données des premiers patients traités à Saverne à ceux qui étaient traités à Strasbourg sans télé-AVC. Le délai pour l'imagerie, 48 minutes, ça c'est parce qu'il y a le passage aux urgences. Le délai d'accès au traitement par thrombolyse, 94 minutes. Je vous ai dit, l'objectif c'est moins de 60. Et le délai entre le déficit et la thrombolyse IV, 190 minutes. On fait même mieux que des patients qui arrivent directement à Strasbourg sans avoir accès au télé-AVC. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en conclusion, le télé-AVC entre Saverne et les US, c'est la première étape de la mise en place du télé-AVC en Alsace. Il y aura plusieurs centres qui vont être mis en place. Le but, c'est l'égalité des chances pour tous les patients, pour avoir accès à un traitement de recanalisation. Ça a resserré les liens de façon exponentielle entre les 2 équipes. Ça n'est pas pareil de se parler au téléphone sans se voir que de se voir en visio. Moi, je les ai tous formés, je les ai tous vus. Donc, en fait, quand on se parle, ah bah oui, bah bonjour, ah bah c'est vous, ah bah ça change tout. Le relationnel dans la vie, dans tous les métiers, je pense que ça change fondamentalement les choses. Et il y a une motivation énorme de l'équipe de Saverne. Franchement, vraiment, ça a été un vrai plaisir. Et là, je suis en train de former l'équipe de Haguenau. On a formé la moitié. Et d'ici le 11 décembre, toute l'équipe de Haguenau sera formée pour objectif mis en place 1er janvier 2020. C'est une nouvelle organisation médicale, et donc 108 patients pris en charge en 5 mois. Et pour finir, la prise en charge de l'AVC avant les années 80, c'était plutôt expectatif, contemplatif, et on nous disait souvent que finalement c'était pas une belle spécialité. Moi je pense que c'est la plus belle, parce qu'on est une discipline en évolution avec des traitements qui changent d'une année à l'autre. On va vous donner d'autres perspectives. Dans les années 80, les UNV ont montré que rien que d'être hospitalisé en UNV, le pronostic est meilleur que d'être hospitalisé dans un autre centre. Il y a eu la thrombolyse IV en 90, dans les années 90. Aujourd'hui, la thrombectomie, l'accès à l'IRM, le télé-AVC. Mais demain, ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on va augmenter les délais. Il vous l'a dit, Sébastien, Benjamin aussi vous l'a dit. On va pouvoir faire des thrombectomies jusqu'à 24 heures pour des patients sélectionnés. On va pouvoir avoir de l'imagerie embarquée. Il y a des équipes en Allemagne qui ont un scanner dans leur camion, d'accord, dans le nord de l'Europe, dans les hélicoptères. Donc on ne va jamais s'arrêter. Je pense que vraiment on va faire toujours mieux en termes de délai. Et c'est vraiment pour nous, le leitmotiv, c'est le temps, c'est du cerveau, chaque minute compte. Et je pense qu'à tous les éléments de la chaîne, et je pense que ces journées-là, elles servent à ça, c'est que vous êtes informés, vous allez passer l'information, et c'est extrêmement important. N'oubliez pas de faire le 15. Il n'y a pas d'autre stratégie possible pour être orienté au meilleur endroit, avec la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Et en tout cas, on ne va pas s'arrêter, parce qu'on est extrêmement motivés. En tout cas, je vous remercie pour votre invitation, et je suis ravie d'être là. Quelques questions, si vous le voulez bien. Oui, alors madame, et ensuite ici. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Carré et je suis infirmière. Alors j'ai envie de vous dire on aurait vraiment envie de travailler avec vous, vu votre dynamisme. Ça nous fait très plaisir. Et j'aurais voulu savoir, on parle de la thrombolyse, et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on avait besoin, enfin la formation pour faire ça, et quelles sont les surveillances à apporter aux patients, parce que ça a l'air d'être tout à fait particulier, l'acte en lui-même. Alors merci pour votre question. Il faut totalement, je pense, banaliser cet acte-là. C'est une voie veineuse, d'accord ? C'est une injection d'un bolus et un pouce-seringue sur 1 heure. L'acte en lui-même est simple. C'est la décision qui est parfois un peu compliquée et on a besoin d'avoir l'accès à l'expert. Voilà. Mais pour une infirmière, il y a l'adrénaline parce que les médecins, lorsqu'on est dans le cas de l'indication d'un traitement urgent avec un pronostic fonctionnel en jeu, on est assez, comment dirais-je, on pousse un peu les équipes pour être le plus rapide possible et on peut être assez stressant. Je parle pour moi. C'est jamais assez rapide. Jamais. C'est toujours trop lent.
Voilà, c'est la prise de sang très rapidement dans des conditions souvent difficiles parce que nous, nos infirmières, elles piquent sur le site de l'IRM, donc en fait, ils n'ont pas tout le matériel à côté d'elles. C'est la voie veineuse très rapide aussi chez des patients parfois qui peuvent être un peu agités ou un peu confus. Par contre, le fait d'administrer le traitement, vous faites ça tous les jours. Vous préparez un traitement adapté au poids, c'est 0,9 mg kg, 10% de la dose en bolus et le reste sur un pouce-seringue sur 1 heure. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Après, le facteur limitant, c'est d'avoir une pression artérielle qui ne soit pas trop haute. C'est-à-dire qu'il faut avoir une surveillance très étroite de la pression artérielle qui doit être en dessous de 185 sur 110. Donc l'infirmière a un rôle énorme en termes de surveillance, d'accord, et de surveillance notamment pendant les 24 premières heures. C'est-à-dire c'est tous les quarts d'heure, d'accord, pendant plusieurs heures, puis toutes les demi-heures pendant 6 heures, puis toutes les heures jusqu'à 24 heures, afin de s'assurer que la pression artérielle ne monte pas trop pour éviter le risque hémorragique. Et si la pression artérielle devait monter, on est amené à donner un traitement par voie intraveineuse pour faire baisser la pression artérielle. Mais si vous voulez, après une formation d'une journée comme on a fait aux infirmières urgentistes, au service des urgences, c'est tout à fait suffisant parce que c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Notamment, elle prenait en charge des infarctus du myocarde. Tous les jours parce que, par exemple, à Haguenau, il y a un gros centre justement de prise en charge du syndrome coronarien aigu. On leur a dit, c'est ce que vous faites tous les jours. Il faut dédramatiser. Clairement, vous allez faire recanaliser une artère coronarienne. Ben là, on va recanaliser une artère cérébrale. Sauf que quand ça saigne dans le cerveau, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Donc, il faut être drastique sur la surveillance de la pression artérielle. Mais l'acte technique de la thrombolyse, vous êtes tout à fait à même de le faire puisque vous le faites tous les jours dans votre pratique. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que la composante, si vous voulez, du délai très important contraint fait que, effectivement, on vide nos surrénales à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu... Enfin, moi, je fais vider les surrénales aux autres, quoi. Mais je le continuerai. Je me soigne pas. Je devrais peut-être. Bonjour, Audrey Martial, je suis urgentiste à Châlons-Champagne. On a aussi du télé-AVC. J'ai quelques questions, mais les réponses devraient être courtes. Non, vous pouvez prendre votre temps, maintenant je suis là. Hein. Pas de problème. C'est pour le public qui fatigue peut-être. Juste vous dites, si l'IRM de Saverne est en panne, oui. Vous les faites venir sur Strasbourg? Oui, c'est-à-dire, si on le sait en amont, oui. Et que le SAMU nous appelle, à ce moment-là, on les oriente effectivement sur... Et si le patient est à Saverne et qu'il découvre une contre-indication en IRM? Là, le choix de Saverne a été, et notre choix aussi, c'est de faire un scan angioscan, d'accord. Le choix de Haguenau est... Pardon? Vous thrombolysez aussi sur... Oui, parce que les patients qui ont une contre-indication à l'IRM seront thrombolysés sur les données du scanner, mais c'est moins confortable, d'accord. Par contre, Haguenau a pris le parti, si un patient arrive intramuros à Haguenau et que l'IRM est en panne, de nous le transférer directement. Donc c'est à discuter avec chaque centre, et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule façon de voir, parce qu'il faut rester, ce qui n'est pas du tout mon cas, un minimum souple. L'objectif, clairement, c'est que le patient ait accès au traitement. S'il y a une réticence très forte d'une équipe par rapport à telle ou telle finalement prise en charge, je pense qu'il faut rester souple et adapté à chaque centre en fonction un peu des convictions des uns et des autres et réévaluer à 3 mois, à 6 mois. Je pense qu'il faut rester dans cette discrète souplesse. Tous les centres où vous prévoyez de la télémédecine sont équipés d'une IRM? Tous sauf Wissembourg. Ils ont fait une demande d'IRM sur Wissembourg qui va sans doute être acceptée. Donc ils auront tous une IRM, oui. Et la justification de l'IRM à Wissembourg est directement liée au télé-AVC. Donc ils ont dit, on ne fera pas de télé-AVC tant qu'on n'a pas d'IRM et on les soutient totalement dans cette démarche. Quand les patients sont régulés, la régulation vous appelle? Oui. Le senior? Toujours le senior. Oui. D'accord. Et vous dites, ok, pour ce patient, on le prend en télémédecine et à ce moment-là, l'urgentiste, là c'est à Saverne. À Saverne déclenche la procédure sans vous rappeler entre-temps. Voilà, l'objectif c'est le plus rapidement possible. Dès lors que j'ai été appelée, je dis ok, le patient arrive à Saverne, il est vu par l'urgentiste à l'IRM et il me rappelle à la fin pour ne pas perdre de temps. Il faut quand même se baser sur une relation de confiance. Parce que si on refait, il faut un INIH, on refait un INIH, machin, les minutes comptent quoi. Alors, à partir du moment où je les ai tous vus, qu'ils ont tous été formés, et que de toute façon, tout nouvel arrivant, pour avoir le droit de faire du télé-AVC, doit être formé. Donc, on fait des séances tout le temps. C'est chronophage, hein, on en fait tous les mois. Mais du coup, on répète tout le temps la même chose, Mais je pense que c'est pédagogique. Oui, il nous rappelle une fois que c'est terminé. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Dernière question. Le patient, une fois thrombolysé, il arrive par quel vecteur chez vous? Il arrive en SMUR médicalisé. Toujours médicalisé.
Voilà. Première intention, celui de Saverne. Deuxième intention, celui de Strasbourg. Troisième intention, hélico. On a vu tous les cas de figure. Et si vraiment c'est pas possible, la jonction entre les deux. Mais ça, c'est vraiment à éviter. Mais en tout cas, on est parti là-dessus. Et les 13 ont été médicalisés. Merci. Je vous en prie. C'est juste déprimant pour ma part, mais en même temps très stimulant de voir comment ça fonctionne. Mais il ne faut pas être déprimé, il faut avoir des convictions et vous allez les convaincre. Oui. Alors je sais que ce n'est pas facile partout. Je peux vous dire qu'avant le 15 septembre 2008, on n'avait pas accès à l'IRM. On avait le scanner sans injection pour tous les patients. À l'époque, c'est grâce à une radiologue spécialiste de la prostate, je dis bien la prostate, qui est assez loin du cerveau quand même, hein, on peut le dire. Hein. Si vous voyez à peu près où c'est situé, vous voyez à peu près. Ça dépend. Ça dépend, vous me direz comment vous faites. Enfin bon, moi je le situe un peu plus vers le bas. Bon bref. Et bien si vous voulez, c'est une radiologue spécialiste de la prostate qui a dit « mais vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça ». Moi, je vous donne, en tant que spécialiste de la prostate, et je ne connais rien au cerveau, mais garantissez-moi que vous allez regarder le cerveau, accès à l'IRM. C'était le 15 septembre 2008. Je me souviendrai toute ma vie. Vous avez vu la différence avant-après. Il faut dire que je leur ai beaucoup cassé les pieds. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Si vous avez des convictions, clairement, eh bien, il faut continuer à casser les pieds aux personnes qui vous empêchent de fonctionner correctement. Et l'objectif, c'est un seul objectif, c'est le patient. On agit tous dans l'intérêt du patient. Donc il faut persévérer et pas être déprimé. Non, et franchement, ça sert à rien. Moi, je me bats tous les jours. Vous prenez aussi tous les AIT, bien sûr. Oui, ouais. Oui, parce qu'un AIT, c'est une urgence absolue. Voilà, oui, l'AIT, c'est une urgence absolue, et c'est l'HAS qui le dit en 2009, et en l'occurrence, c'est moi qui ai écrit les recommandations, donc je serai à l'encontre de ce que je pense. Voilà. Mais on se bat au quotidien. Tous. Et c'est difficile, mais on a une conviction, ça marche ces traitements. Quand on a, je peux vous dire que la première patiente qu'on a thrombolysée par voie intraveineuse, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une prof de maths, 33 ans, qui devant ses étudiants fait une hémiplégie gauche. Ses étudiants l'aimant bien, appellent tout de suite le SAMU. Elle arrive, on n'avait pas accès à l'IRM, on a eu un scanner sans injection. Moi, j'étais complètement dépourvue par rapport à la prise en charge et par rapport à la décision, puisque le scanner était strictement normal et qu'elle était en train de récupérer. De deux choses l'une, soit c'était un AIT, soit elle avait bonne collatérale ou anastomose. Ça veut dire qu'il faut quand même peut-être recanaliser. Je pense que j'ai supplié presque à genoux pour avoir cette IRM. Je pense. D'ailleurs, je suis prête à être à genoux, je m'en fous. Ça m'est égal, même marcher sur les genoux, ça m'est égal. On a eu cette IRM. On injecte l'actylise. Elle récupère sous mes yeux. À partir de là, je sais pourquoi je me lève tous les matins. Et pour le mois, je suis regonflée. Pour tous ceux qu'on va me refuser, que je vais quand même me battre. Donc il faut que vous continuiez à vous battre. Parce qu'un jour, ça va marcher. Si vous baissez les bras et que vous avez des convictions, quand on voit ces patients-là qui récupèrent sous nos yeux, mais c'est spectaculaire. Il n'y a aucune discipline qui soit comme ça. Enfin, je pense que c'est quand même la plus belle discipline. Voilà. Pas... Les urgences. Oui, les urgences, bien sûr. Ça va de soi. Mathieu Girardin, je suis médecin aux urgences à Charleville. J'avais une question purement pratique. Bien souvent, et vous l'avez mentionné vous-même, les patients ont tendance à être agités dès lors qu'on leur fait des imageries. Oui. Et c'est vrai que moi je suis parfois un peu gêné aux entournures pour trouver la bonne molécule pour justement éviter de les sédater au risque de limiter après l'efficacité de l'examen. Est-ce que vous avez un remède miracle? L'hypnovel. L'hypnovel. Oui. 15 minutes de demi-vie, hop, boum. Hypnovel. D'accord. Il faut avoir l'embu pas loin au cas où, mais... Oui, non, vous inquiétez pas, on a l'habitude depuis le temps. Oui, c'est ça, l'hypnovel. Aucun scrupule. Ouais. Il faut qu'il bouge pas. Oui. Non, mais c'est ça, on n'a pas l'examen de qualité. Après, on prend des décisions n'importe comment. Le patient, s'il est agité ou qu'il vomit dans l'IRM, il peut faire une inhalation et en mourir. Donc, on l'endort. Ok. Et est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des décisions justement, avec des patients intubés ventilés, prendre des décisions de thrombolyse sur des patients intubés ventilés? Oui. Parce que nous, pour l'instant, à l'heure actuelle, vis-à-vis du CHU de Reims, c'est une contre-indication absolue. Si vous voulez, moi, la seule réflexion que j'ai, finalement, elle est très basique. C'est l'IRM va me dire, y a-t-il du tissu cérébral à sauver? Quel que soit l'examen neurologique, qu'il soit asymptomatique, qu'il soit symptomatique avec un INH élevé, un INH 0 ne pose aucun problème. C'est l'IRM qui va me dire, y a-t-il du tissu cérébral à sauver?
Et vous pouvez les passer en IRM, les patients intubés ventilés? Oui, c'est plus long parce qu'il faut rentrer effectivement on n'a pas le matériel, le respirateur, etc. Mais oui, les patients intubés ventilés, notamment pour les suspicions de thrombes basilaires, qui arrivent en coma immédiat, et ben clairement, on les passe en IRM et c'est absolument pas une contre-indication. Au contraire, c'est les super indications, c'est les thrombes basilaires. Donc sinon, c'est 90% de mortalité. Un thrombose basilaire. Donc sinon, c'est angioscan. S'ils ne veulent pas faire l'IRM, angioscan. Et on voit si le thrombose basilaire est bouché ou pas. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est pas tellement... Excusez-moi. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'en fait, il est récusé de facto par l'UNVA. Il faut faire changer les choses. Les intubés ventilés sont récusés de facto. Eh bien, vous allez faire changer les choses. Le motif du refus, il est simple. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas surveiller les patients. On ne peut pas surveiller les patients, mais quand il y a un réanimateur... Une fois qu'ils sont intubés ventilés, ils sont beaucoup plus difficiles à surveiller. Ouais, mais ça, c'est de la médecine de l'autre siècle. Hein, je veux dire, il faut avancer, là. Il faut leur montrer ça. Hein. Et maintenant que j'ai cette information-là, croyez-moi que mais en plus, maintenant, il y a Solène Moulin qui est à Reims. Elle a vu comment on fonctionnait à Strasbourg. J'ose espérer que ça va bouger. Vous devez absolument vous battre. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Ça va chier. Je crois que je vais avoir des... Il va falloir que je fasse attention. Je passe devant vous, ne me battez pas, madame. Je passe devant vous. Je suis non violente. Je passe devant vous, madame. Qui? Monsieur. Je suis quand même étonné par ce que tu viens de dire, parce qu'on est quand même dans le Grand Est. Bon, moi, je travaille aussi dans le Grand Est, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de relation entre le CHU de Strasbourg et le CHU de Reims? C'est quand même des choses importantes pour la population. C'est pour ça, d'ailleurs, que je félicite les gens qui ont organisé ce symposium. Hein. C'est des gens très dévoués, c'est pour les gens. Parce que tous les professionnels, bon, d'accord, le 1512, ça, ok. Mais si les professionnels de santé ne sont pas d'accord dans un sein de Grand Est, c'est grave ce qu'il vient de dire. Il y a des gens qui ont une perte de chance. Alors pourquoi vous vous entendez pas? Il n'y a pas des collèges médicaux, il n'y a pas pas une entente entre les CHU? Alors là, vous découvrez la vraie vie de tous les jours. Est-ce que vous entendez avec tous vos voisins? Mais c'est pas normal. Écoutez, bon, entendez-vous entre, c'est pas à l'urgentiste de Charleville d'aller se battre avec les neurologues, les chirurgiens, les radiologues de Reims. Alors que les choses soient claires. Peut-être que vous pouvez contacter ceux de Reims à ce moment-là. Mais je viens de vous dire que la collègue qui a pris maintenant les rênes à Reims a été chez nous praticien hospitalier pendant 1 an et demi à Strasbourg, et qu'à Strasbourg, elle prenait en charge les patients tout comme on le fait. Donc je pense que les choses vont changer. Mais j'espère, parce que là, bon, lui, il a refusé des gens, il a récusé des personnes. Vous avez raison. Parce que donc il y a quand même une information à passer en urgence. Là, c'est une urgence aussi de dire aux gens qu'ils ne sont pas à jour. Mais je suis d'accord avec vous. Après, si vous voulez, il y a des consensus et des recommandations. Dans les recommandations, des choses qui datent de 2009. Nous sommes en 2019. Donc c'est clair que les recommandations sur lesquelles on se base, maintenant, deviennent un tout petit peu obsolètes et mériteraient sans doute d'être revues. Alors, les gens se cantonnent à ce qui est écrit, mais après, c'est une discipline en évolution. Il y a 1 an, je ne vous aurais jamais dit que la thrombectomie, avant les résultats de l'étude Down, on irait jusqu'à 24 heures. Aujourd'hui, on écrit des procédures pour aller jusqu'à 24 heures. Donc c'est une discipline en évolution, vous avez raison. C'est pas que les gens ne s'entendent pas, c'est que les gens ont peur aussi de la prise de risque, parce que quand un patient est thrombolisé, qu'il saigne, ben, clairement, là, la famille va venir vers vous en disant « mais pourquoi vous l'avez fait? Vous l'avez fait saigner ». Donc, si vous voulez, il y a aussi des décisions individuelles à prendre et d'avoir certaines convictions. Je ne pense pas du tout que ce soit une question de mésentente. Et je ne pense pas que vous m'avez entendu parler de mésentente. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut se battre par rapport aux convictions que nous avons. Et clairement, nous faisions des thrombectomies mécaniques, je vais vous le dire, en 2008. Depuis 2008, on faisait de la thrombectomie. En 2013, il y a eu 3 articles. Le 8 mars 2013, dans le New England Journal of Medicine, qui est quand même pas le dernier journal, d'accord, qui nous dit que la thrombectomie mécanique, c'est délétère. Nous en faisions depuis 2008 et nous voyions sous nos yeux les patients s'améliorer sous thrombectomie mécanique. Et là, on nous a dit, ce que vous faites, c'est criminel. Vous devez arrêter tout de suite la thrombectomie mécanique parce que ça ne marche pas. Pendant 1 an, nous n'avons pas été autorisés à traiter des patients qu'on aurait pu sauver en faisant une thrombectomie mécanique parce qu'il y avait ces résultats de ces 3 études randomisées, multicentriques, internationales. En 2015, l'étude Mr. Clean, MR Clean, nous montre qu'il faut rajouter la thrombectomie mécanique à la thrombolyse intraveineuse. 5 autres études ont suivi. On a poolé les résultats de ces études parce qu'on nous a dit « mais pourquoi vous prendriez plutôt les résultats positifs et pourquoi vous ne tenez pas compte des résultats négatifs ?» Il a été fait une méta-analyse. Donc, tous les résultats de ces études ont été poolés. Les 3
études négatives, les 5 études positives. Il en est ressorti que la thrombectomie mécanique, c'était efficace. D'accord ? Dans l'intervalle, tous les collègues qui ont lu ces articles de renommée internationale ont arrêté la thrombectomie mécanique. Et nous, on savait délibérément que c'était efficace. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Il y a des recommandations qui sont sorties après 2015 nous disant qu'il faut le faire. Donc il faut se méfier, hein, il faut rester toujours critique, très critique par rapport aux résultats d'études publiées. Et quand on a une conviction et que nous avons vu sous nos yeux des patients qui récupèrent, on va nous dire oui mais c'est un cas unique, oui mais c'est un cas sauvé par rapport à un patient qui serait resté déficitaire. Donc vous avez raison, ce n'est pas un problème de mésentente, c'est un problème d'actualisation des connaissances, c'est un problème d'actualisation des recommandations. Là maintenant c'est beaucoup plus clair pour la thrombectomie, mais effectivement le patient qui avait des troubles de la conscience, jusqu'à longtemps c'était une contre-indication. Nous avons pris le parti, depuis l'accès à l'IRM, d'avoir une réflexion basée sur le tissu cérébral à sauver, et la littérature nous montre que nous avions raison, mais ça prend du temps de prouver les concepts. Ça prend du temps. Mais vous savez, les médecins se concertent, mais après, il faut qu'il y ait des recommandations. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez raison. Ce que je vous propose, c'est juste de demander la parole avec le micro, comme ça, on se fait pas mal, on se marche pas dessus et on se bat pas. Je suis tout à fait d'accord pour vous le rendre, mais c'est mieux comme ça. Allons-y. Juste, on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui du manque de moyens humains, et je pense qu'aussi c'est un peu ça dont on pâtit, parce qu'au CHU de Reims, effectivement, les personnes qui prennent les gardes en neurovasculaire ne sont pas toutes neurovasculaires, donc forcément, je pense qu'elles auront un peu plus de mal à prendre les décisions qu'il faut, ce qui est logique, vu qu'elles ne voient pas des AVC tous les jours comme vous. Mais à Strasbourg non plus. Ouais. À Strasbourg, la garde est assurée par des neurologues vasculaires et des neurologues non vasculaires. Comment ça s'est passé en pratique ? Pendant 2 ans, j'ai été appelée tous les soirs, par les collègues non vasculaires. Mais j'avais pris cette décision-là. Et d'ailleurs, je leur dis toujours, maintenant, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Donc ça permet aussi de former les collègues. Ils sont tous passés par l'unité. Mais clairement, nous, on ne pourrait pas se permettre on ne pourrait pas faire la garde tout seul. C'est pas possible. Ou alors, on s'épuise. Pour répondre un peu à monsieur, là, sur la concertation entre les médecins, on attendait vraiment avec impatience sur le Champagne-Ardenne un peu de sang neuf au niveau neurovasculaire. Il faut savoir, malgré tout, que la personne qui est toujours là, d'ailleurs en neurovasculaire, s'est retrouvée seule pendant plusieurs années. Plusieurs mois, plusieurs années, c'était assez compliqué, etc. Et que, à un moment donné, ce qui est écrit comme vous l'a dit Valérie Wolf, et ce qui est de la science est de la science. Il y a des gens qui sont proactifs, etc. Mais si on force les gens, si on forçait cette personne à aller contre ses convictions, contre ce qui était écrit, elle serait partie. Donc du coup, on se retrouvait avec personne. Premier élément. Deuxième élément, elle est arrivée, on l'a rencontrée déjà, et on va travailler avec. La directrice générale du CHU de Reims travaille, et avec M. Boyer, on a des réunions très fréquentes avec tout l'ensemble de la filière AVC pour améliorer la prise en charge, parce que tout le monde sait qu'il y a des soucis, d'accord ? Et donc ça c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que tous les urgentistes du Grand Est ont validé, la date limite c'est aujourd'hui, un protocole d'adressage des AVC sur tout le Grand Est. Voilà, on a travaillé ensemble. On va soumettre l'approbation à nos collègues neurovasculaires et neuroradios. Valérie, tu as eu une copie normalement. Voilà, donc c'est pour vous dire que on se bat vraiment, depuis longtemps. Que les choses, enfin, il y a une lueur d'espoir, et qu'il y a eu des renforts humains, et c'est, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Ça serait trop facile. Hein. Il y a plein de choses qui dysfonctionnent, il y a plein de choses qui fonctionnent aussi, mais c'est pas si simple que ça. Il faut pas dire, elle est nulle, on la jette. C'est pas ça le problème. Non, mais je schématise volontairement. Hein, c'est vraiment, il y a plein de facteurs très compliqués, et en tout cas, sans humain, on n'a pas, et là on n'avait pas. Et là on a un renfort enfin humain au niveau de l'UNV de Reims, et ça ouvre beaucoup d'espoir pour nous en tout cas. Voilà, mais on travaille tous ensemble dans le Grand Est, vous pouvez vraiment en avoir la certitude. Et je tiens aussi à dire que nous sommes animateurs de filière avec Laurent, et on se voit régulièrement à l'ARS. On a souvent, soit par visio, soit en présentiel, avec Sébastien Richard. Donc clairement, on s'entend, enfin je crois, non ?
Ouais. Donc c'est pas un problème de mésentente, hein. Ça n'a rien à voir avec la mésentente, là je tiens à le dire, hein. En tout cas dans le domaine neurovasculaire, je pense qu'on est quand même très très étroitement liés et on agit tous dans la même direction. Voilà. Monsieur, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Il n'y a pas de souci. En son temps. Non, mais tant mieux, c'est ça aussi le but des symposiums, c'est de voir que bon, il y a en fait une collaboration. C'était ma question. C'était dommage qu'il n'y ait pas une concertation entre Grand Est. Donc là, bon, on voit que vous travaillez ensemble et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Après, bon, les moyens humains, je sais qu'on en manque, hein, je suis aussi dans le même cas. Donc je sais ce que ça veut dire, mais c'est l'intérêt des patients. L'ARS ou tous les médecins, enfin ceux qui sont en formation doivent le savoir, mais bon, ça, on va trouver une solution. Mais le malade, lui, même si on est en désertification, c'est une urgence. Hein, quels que soient les moyens, on doit quand même répondre au mieux de ce qu'on peut. Donc c'est bien j'entends ce que vous dites, concertation. Mais la motivation aussi de chaque personne est importante parce que notre activité, sachez quand même que notre activité qu'on fait pour la filière de prise en charge des AVC, c'est en plus, bien sûr, de notre activité quotidienne. Non, mais c'est à votre mérite. Moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Mais j'ai un travail de temps plein et je suis mi-temps ARS en plus. Donc un temps plein plus un mi-temps, je vous laisse calculer. Je pense que Laurent, c'est pareil. Je ne parle pas de Sébastien. Hein, c'est bien, mais merci pour ce que vous faites. Hein, non, mais c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous dis, c'est que ça dépend aussi de la motivation qu'on peut avoir et de la conviction. Et que c'est déjà très bien de s'entendre. C'est précurseur de plein de choses. Hein, Pardon ? C'est précurseur. Oui. Parce que là, ça ouvre des voies, alors qu'avant, bon, un AVC, on était condamné à avoir des séquelles. Aujourd'hui, on peut en guérir. Donc c'est une très bonne chose, mais c'est grâce à toute cette motivation et une passion aussi, parce que vous surpassez. Mais ça, c'est une très bonne chose. Mais après, il faut que les autres profitent de cette avancée. C'est pour ça qu'on communique très régulièrement entre nous. Et de toute façon, on est suivi de près par l'ARS. Faites attention, madame le professeur. Pour éviter l'AVC, il ne faut pas travailler plus de 35 heures par semaine. Par jour, vous voulez dire? Par semaine. Mais vous savez que les journées sont 24 croyez-moi, heures. je ne le savais pas avant hier, mais maintenant j'en suis convaincu. Hein. Ok, très bien. J'y penserai. J'y penserai à ma retraite. Ce sont vos collègues qui nous l'ont dit après. Ah bah oui, mais on ne peut pas encore cloner les collègues. Très bien, madame. C'était juste pour décontracter un peu l'atmosphère. Non, mais je crois qu'elle est assez décontractée, l'atmosphère. Moi, je la trouve assez cool. Ça veut dire taisez-vous, je sais ce que j'ai à faire. J'ai compris, docteur. Pas du tout. Vous m'avez jamais vu en colère. Je voudrais ajouter une chose. Tous ces médecins que vous avez vus ces 2 jours, y compris Valérie ce soir, ce sont des gens exceptionnels parce que dès qu'on leur demande est-ce que vous pouvez venir, en plus de leur travail, ce qu'elle vous a dit, hein, est-ce que vous pouvez venir faire une conférence? Est-ce que vous pouvez venir au symposium qu'on a organisé? Ils disent yes, ils viennent. Et ils sont bénévoles. Et après, elle va retourner travailler. Et je pense que tous, et ça, moi, j'en serai toujours reconnaissante. Je la connais depuis longtemps. Et grâce à eux, on peut vivre longtemps. Ah, mais si vous êtes bénévole, ça compte pas dans les 35 heures de travail. Là, c'est des vacances. Là, j'ai dit, je vais en vacances à Charleville. J'ai compris. Excusez-moi, j'avais pas compris. Alors, pour que vous sachiez tout, normalement, je vais là hier ce week-end, en vacances quand même. Mais j'avais dit oui d'abord à vous. Donc, j'ai dit, je fais un week-end à Charleville plutôt que d'aller ailleurs. Vous avez vu ça? Merci pour tout. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à Valérie. C'est pas fini, hein? Pourquoi vous... J'ai le droit d'avoir des bisous. Non, mais vous vous embrassez comme ça, on n'a pas dit que c'était fini. Allez-y, continuez. C'est fini, alors. Moi, je suis en vacances. C'est fini? On arrête là? Oui. Peut-être avant qu'on se quitte, vous voulez dire un mot, Madame la Présidente? Ou pas? J'espère que vous Prenez le micro, faites comme tout le monde, Madame. Non, je pense que quand même, Claudine mérite de clore ce symposium parce que, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, elle mérite le travail d'elle et son équipe pour monter le symposium. Moi, elle me téléphonait tous les jours, hein, mais c'est quand même elle et son équipe qui a fait le travail. Donc, c'est à elle de dire au revoir. Non, je vous dis au revoir, mais tout ce que j'espère, c'est que ce symposium-là, dans les Ardennes, sur le Grand Est, va pouvoir faire encore plein de choses pour nous, dans les Ardennes, parce que nous sommes démunis. Mais surtout, j'ai admiré tous les professeurs que nous avons sollicités, qui nous ont dit oui, et d'autres auraient encore voulu venir. Mais malheureusement, les journées sont courtes.
mais je les remercie du fond du cœur, puisque j'ai voulu, par ce symposium, rendre hommage à France AVC National, qui m'a beaucoup aidée avec les neurologues pour le cas de ma fille. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Bon week-end, rentrez prudemment. Bonnes vacances, madame.